Monsieur, bonsoir, bonsoir à tous les fanatiques, j'allais dire, de CDLP. C'est dans la presse, comme chaque mercredi sur Canal 10, le magazine de l'actualité des médias, avec ce soir deux invités. Nathalie Minati, bonsoir. Bonsoir. Il faut prendre le micro, c'est mieux. Bonsoir. Et Wawen Sengan, journaliste de RCI, bonsoir. Bonsoir également. Alors, bien sûr, on aura nos chroniques habituelles avec Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Danick, bonsoir à tous. On a retrouvé Louis-Guy, donc il revient en deuxième semaine. Bonsoir Louis-Guy. Enfin, c'est plus en deuxième semaine, en deuxième mois. Là. En deuxième mois, effectivement. Bonsoir. Et bien évidemment, Estelle, qu'on va retrouver aussi dans sa chronique de décryptage de la publicité. Alors, ce soir, avant même de commencer l'émission, les choses sont comme ça. Wawen, il faudra quand même qu'on pense à quelqu'un qui vient de disparaître. Monsieur Lalsingué, Clermont Lalsingué, vous le connaissez un peu? Ah oui, bien sûr, bien évidemment, ça fait partie de toute ma jeunesse, Clermont Lalsingué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pères du culte hindouiste en Guadeloupe. Un poussari même. Un poussari, comme on dit, effectivement. Mais ça a été surtout l'un des tout premiers à faire les passerelles avec la Réunion, mais également Trinidad, l'Inde, la Martinique, bien sûr, mais aussi la France métropolitaine sur l'aspect culturel de l'hindouisme en Guadeloupe. Oui, on peut même dire qu'il a beaucoup contribué à réinstaller dans le paysage culturel guadeloupéen non seulement l'hindouisme, mais la musique et les danses traditionnelles indiennes. Oui, tout à fait. Il était partisan de ça d'ailleurs. Il était présent sur des plateaux de télévision, ne refusait pas de prendre la parole ou quand il était invité à le faire. Et c'est vrai qu'il a lancé cette mouvance qui aujourd'hui, on le voit, rayonne un petit peu plus sur la culture guadeloupéenne dans son ensemble. Et on sait, c'est la dernière chose, on sait aussi qu'il parlait tamoul. Oui, il fait partie de ceux qui maîtrisaient le tamoul. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, même s'il y a des écoles maintenant en Guadeloupe. C'est vrai, ça lui faut... Nathalie, vous avez connu Lalsingué? Non, pas spécialement. Non, pas te connaître, enfin te connaître non là. Effectivement, c'est important d'avoir quand même que pour des gens comme moi qui parlent dans le culte hindouiste, que nous te connaître quand même Lalsingué, parce que ça, non là nous te connaître, mais c'est un monument à effectivement la culture indienne et la spiritualité indienne en Guadeloupe, qui a fait partie intégrante de l'identité guadeloupéenne de toute façon, que nous peut dire là. Bien, qu'on va dire en tamoul, va à Campoui, et on continue l'émission. Alors, on va parler bien sûr de journalisme avec Wawen Sengan qui est journaliste du matin à RCI, et puis on parlera de communication et d'alimentation avec Nathalie. Nathalie, première question qui pose, ça y est Cap Guadeloupe, parce que le monde a découvert ça en télévision, là, en tout cas à ce Canal 10. Oui, parce qu'effectivement, Cap Guadeloupe, j'ai fait un parler d'elle. Cap Guadeloupe, ça veut dire coup de main pour une agriculture paysanne en Guadeloupe. Donc, c'est une association qui est montée en 2008, en janvier 2008, donc une jeune association qui est issue, qui c'est vraiment petite, nous peut dire, à l'UPG, l'Union des producteurs agricoles de la Guadeloupe. Et l'idée à l'UPG, en fait, c'était de créer une association avec des gens qui ne sont pas des agriculteurs, des gens de la société civile, pour que le projet là, qu'il y a défendre là, un projet d'agriculture paysanne en Guadeloupe, puisse trouver justement un certain écho dans la société. Ça veut dire qu'il y a une agriculture non paysanne? Bien sûr. Il y a une agriculture industrielle, il y a une agriculture... oui, c'est une agriculture industrielle intensive qui est opposée à une agriculture paysanne. Alors, il faut expliquer tout de suite qu'il y a une agriculture paysanne. Tout à l'heure, nous avons une occasion pour venir sur ça. Donc voilà. Donc, une heure et demie, donc on y temps pour parler. On y temps pour parler. Pas de bon problème. Alors, Wawen Sengan, journaliste du matin à RCI. Alors, vous avez un parcours un peu particulier parce que vous avez commencé à Média Tropical. Vous le disiez tout à l'heure en off avec Harry Roselmack. Et Patrice Ferrus, Guadeloupéen. Oui, en plus. Qui est sur alors, TV5 Monde. L'information, quand on fait l'information sur une radio comme Média Tropical et qu'on vient après RCI Guadeloupe Martinique, on sent tout de suite la différence. Bien évidemment, même si à Média Tropical, la différence singulière, c'est qu'on s'adressait à l'ensemble des ultramarins vivant en Île-de-France. Donc il fallait être très informé de l'actualité qui se passait en Guadeloupe, en Martinique, mais également à La Réunion et en Afrique. L'auditeur de Média Tropical à l'époque était très friand des informations relatives à l'Afrique et à la grande région Caraïbe. C'est donc très formateur.
du point de vue de l'info? Bon, à l'époque, j'étais très jeune, donc forcément, une première expérience professionnelle aux côtés des professionnels que vous avez cités tout à l'heure, oui, c'était très formateur, notamment sur la radio. Oui. Et puis après, vous débarquez en Martinique à RCI. C'est un choix parce que vous auriez pu aller à RFO. Ça a été... Non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, j'étais à RFO. Je suis un des rares qui... Alors voilà, je suis un des rares qui a quitté RFO pour aller à RCI, alors que beaucoup de mes collègues ont fait l'inverse. Des années avant. Non, après Média Tropical, en fait, j'étais à cheval déjà sur Média Tropical et RFO à Paris, notamment sur le site internet d'RFO Paris, avec Louis-Gérard Salced et Sophie Arouet. On a lancé ça, je faisais partie de la toute première équipe, et en même temps, j'étais pigiste à RFO Guadeloupe. Donc j'ai travaillé pendant 2-3 ans comme ça, entre Paris et la Guadeloupe, ce qui était pas mal. Et puis il y a eu cette proposition qui est arrivée un jour d'RCI Martinique, proposition que je ne pouvais pas refuser. Ah bon, on ne pouvait pas En fait, non, c'était pas sur cette valeur-là, c'était plus sur l'expérience. J'avais connu le Nord-Pas-de-Calais dans mes études et j'avais commencé à travailler dans des petits journaux là-bas. J'ai connu la région parisienne et j'avais pas envie de rentrer en Guadeloupe avec que ça comme bagage, et je pensais, et j'ai bien fait d'ailleurs, que l'expérience martiniquaise m'aurait beaucoup apporté pour mieux comprendre finalement l'actualité de nos deux îles, telle comment elle était vécue, comment elle était partagée en fait. Et on sent vraiment la différence de l'info en Martinique et en Guadeloupe. À quoi Alors le traitement de l'information est beaucoup plus institutionnel en Martinique, mais il y a des raisons toutes simples à ça. La Guadeloupe, par exemple, a longtemps vécu avec un pôle administratif d'un côté, un pôle économique de l'autre. La Martinique, tout est concentré dans une zone, sur Fort-de-France. Et forcément, quand vous avez les administrations qui sont autour de vous, vous avez un traitement de l'information administrative, du service public beaucoup plus facile et peut-être une plus grande difficulté à aller vers les terres. Alors qu'en Guadeloupe, c'est l'inverse, on a un traitement de l'information beaucoup plus populaire, on est beaucoup plus pratique dans l'information. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'attache. C'est pas forcément moins guindé, mais disons qu'on va donner priorité à une information pratique qui va concerner un auditeur, c'est-à-dire un habitant de la Guadeloupe, avant de donner une information qui nous vient d'un communiqué de presse de la préfecture ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, les forces aussi politiques en Guadeloupe pèsent plus sur le journalisme qu'en Martinique? Je veux dire l'environnement politique, on va dire. Non, ils pèsent pas, ils sont beaucoup plus présents, on peut dire ça, mais peser, non, ce serait trop lourd de dire ça, justement. En Martinique, on a connu de belles périodes, avec Alfred Marie-Jeanne également, mais on a connu... Césaire. Oui, tout à fait, mais j'ai beaucoup fréquenté Claude Lise à l'époque, qui était président du Conseil général, qui a été, on le dit pas assez, un homme qui a grandi avec Césaire, qui était aux côtés de Césaire au moment où Césaire est devenu ce qu'il était. Et ce sont des gens qui étaient quand même très abordables, comme nos politiques guadeloupéens, bien évidemment. Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure. On se tourne vers Louis-Guy, je disais qu'on a retrouvé. Bonsoir Louis-Guy. Et Louis-Guy, c'est notre spécialiste du net, qui fait chaque semaine sa petite chronique sur le net. Alors, cette semaine, Louis-Guy, qu'avez-vous trouvé? Alors, qu'est-ce qui buzz? Qu'est-ce qui buzz? C'est toujours la même chose, hein. C'est campagne électorale à venir avec ses différents hauts et bas. C'est le mois dernier que c'était intéressant avec tout ce qui se passait en Afrique, au Sénégal et à d'autres endroits. Malheureusement, je n'étais pas là. Donc, on va quand même parler de l'Afrique un peu. Ce soir, on va commencer par la Libye. Donc, on a un petit film qui doit se lancer normalement. Donc, c'est la Libye. Si le petit film veut bien se lancer. Voilà, donc c'est la Libye, donc pour commencer, où le point de titre sur la Libye abandonnée à son sort. Il s'agit donc de... La Libye post-Kadhafi. Post-Kadhafi, bien sûr, abandonnée à son sort. Il s'agit donc de pointer le doigt sur le risque de division de la Libye, qui se matérialise cette semaine par l'autonomie autoproclamée de la Cyrénaïque, région orientale proche de l'Égypte, autonomie proclamée par les chefs de tribus et responsables des milices armées de la zone de Benghazi. Donc plusieurs milliers de personnes ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle a également été nommé un conseil chargé de gérer les affaires de cette région. Donc c'est Ahmed Zoubaïr qui a été élu à la tête de l'entité baptisée Cyrénaïque. Zoubaïr est un cousin de l'ancien roi, donc Idriss, déchu par Kadhafi justement il y a plus de 40 ans.
Zoubaïr est par ailleurs membre du Conseil national de transition, dont les instances dirigeantes ont réaffirmé une volonté de conserver intacte l'unité libyenne par la voix de Mustafa Abel Jalil, donc actuellement réélu aussi président du Conseil national de transition. Alors, est-ce qu'on peut dire, Louis-Guy, que la Libye, un peu comme l'Irak, est en train d'entrer dans une phase de, j'ai envie de dire, de partition et de désordre? Est-ce que finalement c'est désordre que vous mettez, Saka remettait en place les réalités tribales qui sous-jacentes à l'État, c'est l'État géré par le Parti Baas, qui est l'État géré dans le grand socialisme pan-arabe qu'on avait fait Mouammar. Une fois que le grand leader là disparaît, tout bitin a pété, les tribus qui apparaissent, et c'est très difficile de maintenir une unité à ces pays-là. Et aussi, d'après ce qu'on comprend, ce qui a passé, Al-Qaïda, c'est présent là aussi. C'est que les Américains n'ont pas imaginé. Al-Qaïda présent, c'est encore qu'il y a des terroristes aussi berbères, les Touaregs, qui apparemment, d'après ça, sont ressortis de Libye armés jusqu'aux dents et qui a créé un certain nombre de problèmes au Niger et d'autre côté. En tout cas, ça n'a pas forcément réglé les problèmes à peuple libyen, et ça a créé des problèmes à la fois pour les Libyens et pour tous les pays qui sont à côté aussi. Bien, alors suite à tes revues sur le net, qu'il y a de nouveaux ou d'autres? Alors, nous avons vu l'affaire Eric Woerth, puisque ça a songé qu'elle a initié des semaines. La France aussi assis les problèmes de civilisation. Alors, d'un point de vue de la communication, moi, on a pensé que c'était servi à masquer sorcier à Woerth qui était fait à même moment-là. Donc, c'est un coup d'information qui passait qui fait que l'affaire Woerth passait à la trappe. Donc, nous avons retourné à ça. Donc, retournons sur l'affaire Woerth. Donc, l'ancien ministre français pris dans la tourmente médiatique. Il savait affaire Bettencourt, l'histoire d'un hippodrome trop bien vendu. Jusqu'à maintenant, les ressorties judiciaires avaient été masquées par les sorties opportunes de Claude Guéant à propos des civilisations et bien sûr des réactions qui avaient suivi. Donc, nous avons songé réaction à Serge Letchimy. Mais une nouvelle affaire pointe son nez. Sera-t-elle couverte par une sortie gouvernementale fracassante dès demain matin? Donc, nous le saurons bien assez vite. Nous en parlerons la semaine prochaine. C'est dans la presse. Donc, un conseiller municipal de l'Oise, d'hiver droite, a déposé une plainte pour financement illégal de campagne et détournement de fonds publics. Il reproche donc à Eric Woerth d'avoir financé par les fonds publics une lettre à 60 000 exemplaires, ou lettre dans laquelle il se défendait dans l'affaire Liliane Bettencourt. Le problème, c'est que cette lettre a été financée, postée et distribuée par la mairie de M. Woerth. Bon, petit détail quand même. Les 10 000 t-shirts de baladure. Entre autres. Bon, pour le petit détail quand même, le monsieur qui porte plainte, c'est un adversaire électoral de Woerth quand même. La plainte n'est pas tout à fait innocente, c'est tout à fait normal. Alors, on continue toujours dans la même idée, et là on va aller sur le site deséchos.fr qui traite de l'augmentation du nombre de milliardaires sur la planète. Encore une fois, les records est battu. Donc c'est la crise, apparemment, depuis maintenant. Depuis que je suis né, c'est la crise. Les milliardaires sont en crise. Voilà, mais le nombre de milliardaires augmente sérieusement. Donc, en effet, c'est la mise à jour annuelle du traditionnel classement du magazine Forbes sur les plus grandes fortunes. Et donc, apparemment, comme je disais, les milliardaires ne connaissent pas la crise. Donc, 1226 milliardaires contre 1210 en 2011. Une fortune globale de 4600 milliards de dollars, en augmentation de 100 milliards de dollars sur un an. Et en tête du classement, on retrouve donc le Mexicain Carlos Slim, donc Marina des télécommunications. Le Mexicain qui est suivi par les Américains de l'informatique, Bill Gates. Bill Gates est toujours classé? Il est second toujours, il est à la retraite, il n'a pas travaillé encore, mais ça a marché, ça a servi quand même. Et Warren Buffett en numéro 3. Donc le détail sur les échos et sur le site de Forbes, je crois qu'on pourra y trouver un ou deux patrons de grands groupes de distribution martiniquais ou ultramarins. JBH, on va dire. Voilà, dans le classement. Et pour finir sur ça, on va revenir à le buzz Internet qui traîne déjà depuis quelques semaines à propos des lois restrictives, Adopi, ACTA, et les réactions qui apparaissent un peu partout sur la planète avec le groupe Anonymous. Donc, alors, c'est quoi Anonymous en deux mots? Alors, Anonymous, c'est anonyme, justement, c'est difficile à dire. Acto-terroristes, c'est bien ça. Acto-terroristes. Alors, apparemment, vu l'analyse qui se fait actuellement, ce serait donc des activistes classiques qui feraient appel à des pirates, entre guillemets, professionnels. Donc, on se trouve dans une alliance tendancieuse entre
la cybercriminalité et l'activisme politique. Traditionnel. Voilà. Ouais. Et donc ça ouvre un certain Le nombre de dernier, portes. pourquoi? C'était la CIA, ils ont bloqué au moment le site du La CIA. CIA, il y a eu des attaques sur Wikipédia, sur Apple, Sur l'Express aussi, sur l'Express, voilà. sur le site du gouvernement. Ils pourront attaquer CCM, tant mieux. Ça n'a pas été aidé. Donc voilà, donc vous vous rappelez donc depuis quelque temps la volonté d'activisme née donc de la volonté de certains États de façon directe ou indirecte d'atteindre à la vie privée et à la liberté des usagers d'Internet, donc le loi de Pile, loi ACTA, donc que nous analyserons dans le détail une autre fois, parce que c'est des bulletins, il faut nous rentrer sérieusement dedans, qu'on dit d'autres animateurs de radio. Donc depuis quelques mois, une série de groupes sous le nom d'Anonymous défraient la chronique en attaquant virtuellement des sites gouvernementaux et commerciaux. Diverses actions se sont faites. Les dernières actions en date, donc les attaques qui ont suivi la fermeture du site Mega Upload, je t'ai parlé de ça la dernière fois là, par la police US. Le FBI aurait marqué des points en démantelant un nouveau réseau qui s'appellerait donc LulzSec. Donc vous savez, dans l'informatique, les noms pas jamais simples, hein, donc c'est LulzSec. Donc démantèlement qui s'est fait en retournant l'un des responsables du groupe, donc qui aurait été arrêté, qui aurait infiltré le groupe et qui aurait vendu donc bien sûr ses petits camarades. Donc il faut savoir que le monsieur... Classique du FBI, ça. Hein? C'est un classique, donc c'est un programmateur au chômage d'origine portoricaine et père de famille, donc qui accessoirement de temps en temps appelle de toi mon Ève pour changer la vie sur Internet. Donc information à maxiscience.fr et à l'expansion.com. Ok, ben merci Louis-Guy, qu'on retrouve la semaine prochaine pour le buzz et on revient tout de suite à l'information matinale, parce qu'on a un journaliste matinal, mais il a couché tout à l'heure. Louis-Guy, merci Louis-Guy, je disais, l'information matinale, comment elle s'organise, comment elle se fabrique, entre guillemets? L'information se fabrique tout au long d'une journée, c'est-à-dire que pour ce que les auditeurs auront demain, il y a déjà une équipe qui a travaillé dans la journée, l'équipe de rédacteurs, de reporters qui sont là, et puis ensuite il y a la sensibilité de l'équipe de la matinale. Alors c'est vrai que c'est une équipe on va dire assez bien huilée. Maintenant ça fait 8 ans que c'est la même équipe, notamment en rédaction, Christophe Langlois et moi-même, Cédric Santime sur les sports depuis quelques temps maintenant, et Maïté au niveau animation. Et donc, et même Pipo, parce qu'il faut saluer également les techniciens, et tout ça, c'est vraiment une équipe et ça tourne. Alors l'information le matin se construit sur des mini-conférences de rédaction, tout simplement. C'est-à-dire en fait, entre 4h du matin et 6h, ça discute. On fait quoi, on échange quoi, qui passe quoi, qu'est-ce qui va être la priorité de l'auditeur qui se lève à 5h, de celui qui va se lever pour écouter le 6h et 7h. Donc en fait, c'est des séries de mini-conférences de rédaction. Voilà comment on construit toute une matinée. Elle est en perpétuel mouvement. Voilà. Il y a quand même un impératif, c'est qu'il faut faire court, parce que le matin, c'est en se rasant qu'on écoute le journal. Alors c'est pour ça qu'on a différents oui, il y en a qui pensent même être candidats parfois en se rasant. N'est-ce pas, Non, mais on a différents formats en fait sur une matinale. On a 5 heures déjà, un premier jet de l'actualité, où par exemple on va faire le pari de s'adresser directement aux agriculteurs. C'est-à-dire que si on a une information qui concerne l'agriculture, on va la donner en priorité, parce qu'on sait qu'à cette heure-ci, beaucoup d'agriculteurs sont déjà debout. 6 heures, c'est un format condensé encore sur l'actualité locale et l'actualité nationale. À 7 heures, on a le journal qui est régional, et à 8 heures, on a le 2 îles. Entre tout ça, on a des émissions thématiques comme Expression à 6h20 tous les matins. Donc on essaye d'avoir à chaque fois des pilules qui s'adressent à chaque auditeur, à chaque moment où il se lève, jusqu'à ce qu'on arrive à 8h30. Quoi. Florence. Alors moi, ce sujet, Monsieur Chingan, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous aimez travailler et des thèmes sur lesquels vous n'appréciez pas, enfin, vous avez du mal à traiter. Est-ce que vous avez des préférences? À titre personnel ou sur la matinale? À titre personnel, je suis un passionné de politique, mais ça, ça vient effectivement de mon ADN. Hein. J'ai grandi dans la culture politique et j'aime ça. Et c'est vrai que je m'intéresse particulièrement à l'actualité politique et en ce moment, je suis servi. Enfin, même pas assez à mon goût sur la présidentielle. Voilà. Et justement, à ce sujet, au niveau des présidentielles,
Comptez-vous recouvrir l'événement? Est-ce que vous avez déjà anticipé par rapport à ça? Ça, c'est un travail d'équipe qui se fait avec l'ensemble de la rédaction d'RCI. On travaille dessus. D'ailleurs, à compter de la semaine prochaine, je fais de la pub d'Annick. RCI va lancer effectivement tous ces modules autour de la présidentielle avec des thématiques bien ciblées, avec des décryptages par rapport à cette élection présidentielle et ce qu'elle implique sur notre département. Donc on va avoir pour l'auditeur il nous reste 8 semaines avant le premier tour, jusqu'au premier tour. Jusqu'aux législatives en fait, voilà, ça va enchaîner directement. Donc on est dans une année éminemment politique, on le sait, et qui est important pour nous puisqu'on sait qu'en 2012, beaucoup de choses se décideront sur 2014 pour ceux qui se repèrent un peu sur l'avenir institutionnel, notamment de la Guadeloupe. Voilà. Mais donc, voilà, juste pour finir, la politique, c'est vraiment notre dada. D'accord, merci. On va venir sur la matinale. Alors, est-ce que dans l'équipe, on peut le dire, c'est vous un petit peu le chef d'orchestre? Non, pas du tout. Je ne sais pas, je pose la question. J'estime qu'on est deux chefs d'orchestre avec Christophe Langlois, puisque c'est vrai qu'on est responsable de nos éditions, que c'est nous qui donnons l'orientation d'une journée. La matinale a ça d'important, c'est-à-dire qu'elle va lancer la journée d'information sur RCI. Si on rate quelque chose, on a du mal ensuite à faire la locomotive avancée. Mais si on a bien vendu une information en matinale, vous pouvez être sûr qu'elle fait le buzz. Et c'est vrai qu'on cherche parfois le buzz, alors parfois peut-être qu'on exagère, c'est à l'auditeur de juger, mais qu'on fait le buzz et que ça suit ensuite sur... Parce qu'il y a des reprises en fait. Oui, voilà, sur nos éditions à venir, ça va plus loin dans nos éditions à venir, mais également chez les confrères, parce que la télévision également, la presse écrite le lendemain. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne vraiment à tous les auditeurs de Guadeloupe, c'est que s'ils veulent vraiment maîtriser une information, vous l'entendez à la radio le matin, écoutez-la le soir, enfin regardez-la à la télévision et surtout lisez-la le lendemain dans la presse écrite. Parce qu'on ne pourra jamais donner dans un seul média l'ensemble de l'information. Voilà. Alors est-ce que, le matin, on peut tout dire? C'est-à-dire du point de vue de la sensibilité, du fait que le matin, on a une écoute particulière qui n'est pas la même qu'à 18h30 le soir, ni à 13h. Est-ce que vous faites attention quand vous enveloppez, entre guillemets, quand vous enrobez votre produit informatif? Disons qu'il y a une touche sur la matinale qui cherche toujours à créer une dynamique par rapport à l'information qui est donnée. Non, on n'a pas de garde-fou, on fait attention quand même, mais ça ce sont les concepts même de l'information, à ce qui peut être dit ou pas, mais on n'est pas brimé, quoi, en tout cas, si c'était non, je posais la question, parce qu'il y a expression qui est assez tonique le matin. Ça dépend. Alors expression, contrairement à d'autres formats comme Sans langue de bois, qui est très politique, expression se colle à l'actualité. Donc on peut avoir des invités qui sont politiques. On a eu d'ailleurs de très bons coups. C'est pour ça que j'aime la radio parfois, et le direct notamment. On a eu de très très bons coups sur cette émission, et c'est vrai que parfois ça sert qu'un invité qui n'était pas censé dire ce qu'il devait dire le sorte comme ça en direct. C'est ça aussi c'est l'art de la radio, ça. Oui, c'est vrai. Et live, surtout du live. Et vous écoutez la concurrence le matin? Vous avez le temps? Non, pas vraiment. Plus vraiment. Avant, on a toujours le fond sonore qui est là, mais prendre le temps d'écouter, on a vraiment... Non, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand vous avez raté quelque chose? Venant d'RCI, non, je plaisante. Mais, non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un rythme tellement effréné que si on a raté quelque chose, notre travail, c'est de faire en sorte que ce qu'on a soit meilleur que ce qu'on a raté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, l'idée, elle est là. Mais c'est un rythme vraiment effréné, c'est-à-dire qu'on est sur 5 éditions entre 4h et 8h du matin. Je ne sais pas si c'est 5 éditions différentes et 5 traitements. Parce que la concurrence a un petit peu calqué le modèle. Non, j'ai écouté, je sais que maintenant, et même en voiture, en arrivant parfois quand je suis un petit peu en retard, je sais qu'ils font un premier point en direct de la rédaction. Voilà. Je trouve ça très sympathique à l'écoute, mais bon, j'en ai discuté avec mes collègues et tiens, j'ai une petite pensée pour Ken Césaire qui nous a quittés. Lui disait qu'ils avaient déjà fait ça à RCI à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il l'avait fait. En direct de la rédaction, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui dans les infos, ça avait déjà été fait. Mais en même temps, on n'a jamais rien inventé en radio et ni dans les médias. Nous tous, même ceux qui viendront après nous. On se retrouve tout à l'heure, avant le break, mais il faut qu'on donne la parole un peu à Nathalie Mignati. Nathalie Mignati qui nous parlait de Cap Guadeloupe. Alors, Zonion, vocation, c'est de relancer Timon agriculture, mais vous ne pouvez pas faire agriculture pour agriculture, c'est pour pas manger.
Oui, l'idée là, ça oui. Enfin, c'est l'idée que nous devons défendre dans l'agriculture paysanne. C'est une agriculture pour nous qui ne paie pas, mais des agricultures qui ne sont pas faites pour nous qui ne paient pas. Des agricultures qui sont faites pour l'exportation uniquement et nous devons manger butin qui sont d'ailleurs. Ça, c'est un modèle aussi. Qui l'arrête à Cap-Guadeloupe, justement, à Patala, l'idée là, effectivement, c'est de défendre une agriculture qui pousse pour pays Guadeloupe, déjà, donc ça veut dire un butin, et qui pour population à Guadeloupe, pour bas moun Guadeloupe manger. Donc pour revenir dans les concepts à l'agriculture paysanne, en quelque comparaison, parce que finalement, on a pensé que ça qui est plus parlant pour les gens, en comparaison qui a existé, que nous pouvons voir tous les jours. Quand vous regardez qui genre la pêche organise un pays en nous, mais c'est moins ça. La pêche en pays en nous, c'est plusieurs pêcheurs. C'est à peu près 1400 pêcheurs, donc 1400 familles qui vivent de la pêche avec des petits bateaux, des Saint-Oises, donc pas ni gros chalutiers, et qui a pêché tous les jours, donc pas très très loin finalement, mais qui a fait moins de dégâts aussi bien les ressources de la mer, qui effectivement sur les fonds marins, etc. Et ça a permis à toute une série des types de pêcheurs, de vivre dans un secteur, enfin à dans un secteur, et qui n'a pas fait trop de dégâts sur la nature. Donc ça, par exemple, c'est pour expliquer que la pêche organisée en Guadeloupe, et la pêche, c'est quand même 10 000 tonnes de poissons par an. Et alors nous on va manger 16 000 tonnes, mais en termes de taux de couverture, c'est très rare de trouver un taux de couverture comme ça. On fait toujours par rapport à la poule, par exemple, mais la pêche, son secteur, là, on peut dire qu'à Guadeloupéen qui a mangé. Ils sont gros consommateurs de poissons. Consommateurs de poissons et production en nous, en tout cas, qui a couvert pratiquement 60% des besoins, plus de 60% des besoins en nous. Et il y avait des petits outils, quoi, des Saint-Oises, et ça a fait vivre 1400 familles. Voilà. Et ils ont choisi justement de garder le modèle là. Donc l'agriculture paysanne, c'est moi ça, c'est défendre le modèle d'exploitation agricole qui c'est nous jamais des petites exploitations agricoles, mais des petites exploitations agricoles qui sont le plus autonomes possible, c'est-à-dire qui pas qu'à faire la monoculture, qui qu'à pratiquer plusieurs cultures différentes et qui a essayé aussi de combiner l'élevage. Donc, on a des systèmes en polyculture élevage, on a nourri les animaux là, ça a produit, et c'est un cycle. Et les animaux là, ils ont effectivement filmé pour mettre en amendement en sol là, et on peut utiliser moins engrais. Donc, on a essayé au plus possible de défendre en culture propre, mais aussi en système qui le plus autonome possible. Alors, évidemment, ça a des contraintes. Évidemment, ça n'est pas facile. Évidemment, ça a un petit côté archaïque, alors que ça a plein de modernité là-dedans. Ça a plein d'harmonie avec la nature, puisqu'on va essayer de comprendre que les systèmes de production qui travaillent l'un avec l'autre, sans mettre trop de produits, sans mettre trop d'engrais, sans mettre trop... Enfin, ou alors, on va essayer de vivre effectivement avec harmonie là, ça, et on va essayer de planter des butins qui caillent ensemble. Par exemple, au peignons en banane, et au lieu de mettre effectivement des herbicides effectivement pour tuer ces bananes là, ou qu'on mettre en bas banane là, ça y est des haricots, enfin des pois, en fait des pois, qui permettent non seulement qu'on couvert à tel là, donc pas ni zèbre qu'à pousser, et pois là, il y a pas banane là azote. Son système comme ça. Donc c'est des systèmes, mais ça veut dire qu'il y a une recherche. Complémentaire finalement. Complémentaire, et ça veut dire qu'il y a une recherche là-dedans. C'est pour ça on TV insisté sur le côté que ça ne part pas du tout. Effectivement, c'est peut-être ancien, nous déjà connaître par l'observation, mais quand il y avait la recherche de l'empirisme à la technicité la bien plus. Sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir de l'empirisme, depuis que vous n'avez pas fait, il n'y a pas fait par hasard, ben la science peut aider à comprendre qui j'en sais pas passer, qui j'en sais pas marcher. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni recherche à faire dans ça, qu'il n'y a ni possibilité pour jeunes Guadeloupe travailler dans ces secteurs-là. Ça. Plutôt, par exemple, qu'il y aurait travail qui y a dans la chimie, et les dérivés pétrochimiques, et les engrais, etc. Des butins que nous payons jeunes ici d'ailleurs, qu'on n'a pas souhaité que nous ici en plus en termes d'industrie, on va par exemple d'engrais, et que peut-être nous voit le développement plus verte à trouver. Alors, pourquoi on fait revenir? C'est parce que ça qu'on fait là, ça bien belle, mais il faut nous connaître lui. Et donc, ça veut dire qu'il faut se communiquer. Et on sait que, bon, à pas tout le temps, quand je peux passer aussi quand je voulais, même si Wawen n'a été invité, on va penser que Wawen qui répond. Mais c'est important de. C'est récemment, Judith. Effectivement, ça. C'est important de communiquer. Alors, qui axe de communication ajoute? Communiquer pour communiquer ou bien faire des. Non, pour faire par rapport à ça, ce qu'on fait. Parce qu'il y a des aspects dans ça, ni production là, mode de production là, mais aussi il faut y arriver côté au monde qui a mangé. Pour le monde consommer, et notamment pour les petits monde. Alors, nous pas chercher,
nous pas chercher forcément à faire, parce que dans ça on va dire ni publicité, est-ce que nous pas faire publicité pour l'association nous? Non, parce que nous pas faire ça et que nous pas en laisser ça. Nous pas chercher effectivement. Non, mais ça clair, mais ça Kevin, parce que pour parler d'un butin, il faut ni non. Il faut connaître lui, oui. Il faut ni en fond. Donc faut Jacques fait des butins avant de parler d'elle, sinon on va vendre du vent. Et non pas la publicité, c'est ça au départ. Sur l'entrée dans l'école de communication, premier butin professeur a dit vous vendez du vent, messieurs. Voilà. Et moi non, ça pas cailler ensemble, on savent ça bien. Donc nous avons fait des butins. Nous avons demandé effectivement que les médias couvraient ces opérations-là. Donc, nous avons une emblématique que nous avons fait depuis 4 années. Nous 4 années, nous avons fait 4. Donc, c'est à peu près une balle année, en gros. Ces opérations, c'est manger en nous, en l'école en nous. Sont opérations qui intéressantes à trouver, parce que nous avons effectivement cherché des petits mouns qui dans l'école. Et nous avons mené dans l'école primaire, et nous avons mené dans la cuisine centrale, là nous l'avons mangé dans la cantine. Et jour là, nous avons un chef cuisinier réputé qui a venu aider nous. Dernière fois, là, nous faisons capester avec Joël Kichner. Et c'était une qui a participé à la fabrication de repas. Il y avait un qui poussait, qui sortait en Guadeloupe. C'est le modèle cubain, ça? Parce que c'est ça qu'on fait à Cuba. Non, mais ça, parce qu'à Cuba, dans les cantines cubaines, c'est ce type-là même qui a planté, manger à yo. Pour continuer. Oui, mais ça n'y a un côté peut-être très carré dans le nom. Là, c'est très ludique. Oui, pipi-sou. Donc, il y a participé à la fabrication à manger à yo. Et là, il y a voir ces produits-là. Donc, pour tout travail pédagogique, tout ça bien accueilli, fait que faut un travail pédagogique qui fait en laissant. Mais c'est là qu'on a découvert, fait des bitaines. Et le fait que les chefs cuisiniers là qui là, ça a montré aussi que ces produits-là, ça, ils peuvent être valorisés. Il peut être cuisiné de différentes façons, donc il peut redécouvrir les saveurs, et généralement il est très content. On simple salade de fruits qui a changé carrément la route traditionnelle. Florence. Alors Madame Minacci, donc ma première question c'est, est-il facile en matière de conservation de servir des produits locaux aux enfants? En matière de conservation, c'est-à-dire la conservation des produits, des plantations, les ramener jusà l'école, etc. Alors, oui, ça qui la chaîne du froid. La chaîne du froid, voilà. Oui, mais en fait, ça qui est important, là, faut noter que gourmet, en fait, c'est que justement, panier, conservation, c'est à la limite du champ du producteur au consommateur, directement. Et justement, nous avons valorisé les aspects de fraîcheur, les aspects nutritionnels, etc. Difficulté, là, effectivement, c'est un problème de production. C'est surtout ça. Et il y a un problème aussi de pré-traitement. C'est-à-dire qu'Adam, en cuisine, on ne peut pas traiter tout ça avec la sortie en terre, etc. Parce qu'il y a des problèmes de règles d'hygiène, etc. Donc, ça plus facile à gérer en termes d'hygiène. Là, on va prendre des produits qui jarent, stérilisés, pasteurisés, etc. Donc, pour ça, vous ne payez ni problème. Alors que là, on va prendre yam, patates, madère, etc. Ben, déjà, ni terre. Donc, il faut gérer, il faut nos systèmes pour gérer. C'est bien à ça. Et puis, il faut ni moun qui chez eux. Donc, c'est plutôt des problèmes comme ça qui a posé, un problème de production réelle, de conservation réelle, parce que l'agriculture en Guadeloupe, premier atout avec nous regarder, c'est qu'elle permet nous de manger des butins qui frais. Et là, on va nous dire frais en termes de fraîcheur, de nutrition, de vitamines, etc. Ouais. Voilà. Autre question, quelles ont été leurs premières réactions pour les enfants? Ouais. Mais en fait, Yoka très content de découvrir ça. Alors, c'est vrai que opération là, ça, il particulièrement un peu délicat, mais en fait, c'est une opération c'est un challenge à chaque fois. À chaque fois, nous faisons 4 éditions, les 4 pas passés même gens là, puisque jour là, ça, effectivement, on fait travailler des mouns, des partenaires qui prennent la petite joigne, qui prennent un petit travail ensemble. Donc, il faut que les chefs cuisiniers là, il faut que cuisiniers là, cuisinier habituel là, il faut que les équipes de la caisse des écoles acceptent des petits en PIO, etc. On l'a partenaire comme ça qu'il faut mettre ensemble pour réaliser une opération d'un seul jour. Donc c'est vrai que généralement, c'est une très content de participer à l'opération là. Enfin, c'est là qu'il y a une cuisine là. Et après, au niveau des repas, généralement, il y aura manger bien. Nous avons passé, nous avons demandé si nous sommes capables de manger, pourquoi nous ne pas manger là, nous avons essayé d'expliquer au début. Mais l'ouvre équipe pédagogique là, très impliquée, l'ouvre qui a cette team-là envie, ça va passer tout naturellement. Et c'est là, en termes de communication justement, alors nous pas très fort dans la communication, mais c'est là nous avons vrai que communication là, c'est ça aussi, c'est présenter un produit éventuellement et bailler envie de découvrir, bailler envie de goûter, et les butins qui a passé de façon vraiment très naturelle.
Est-ce qu'on a senti, Nathalie, ces dernières questions là pour partir de la scène quand on vient à Warren Thaler, est-ce qu'on a senti qu'on a cette a commencé, les 4 côtés ont fait, cette a commencé à quitter un certain nombre d'habitudes alimentaires que Jani pour retrouver quoi manger à pays là? Non, c'est difficile de dire Ah, ça parce que ça non, voilà, effectivement, c'est bon. Alors, chance en nous quand même, puisqu'au niveau des 4 cuisines centrales, là, nous, en tout cas, senti que l'équipe qui était là, en tout cas, t'es en vie. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait. T'es en vie, bah, c'est une à manger, puis t'es un pays là. Donc ça, c'est peut-être des problèmes réglementaires ou de contraintes qui empêchent au fait. De marcher. De marcher, tout à fait. Mais il y a envie fait. Mais simplement, on sait le coup pas qu'à suffire, c'est clair. Mais c'est simplement bas aussi cette là l'envie de connaître, d'aller plus loin. Dernière fois là, nous t'ai fait un invité qui était intéressant aussi, c'est-à-dire que nous t'ai mis en avant patate. Et nous t'ai parlé de pain patate, de pain qu'on fait avec patate. C'est très d'actualité ça, pain patate. Ouais, et c'est vraiment très très content parce que si on pain comme pain complet là, donc on pain quand c'est n'a pas d'un petit de manger, et bien il y a goûté, on le plaisir à goûter et il y a pas forcément reconnaître patate dedans, mais on voit qu'elle va mener comme ça sur le côté innovant, mais c'est une n'a qu'à approcher. Bon alors donc c'est en résumé Nathalie, il faut comme une petite plus. Bien sûr, et mieux. Bien sûr, oui, mais nous faites confiance aux professionnels. Alors, Warren, quand vous entendez... Juste pour rebondir, justement, oui. Les médias vont jouer le jeu, et ils jouent le jeu jusqu'ici, des actions menées par CAP, et notamment cette opération Manger en nous, en l'école en nous, j'ai peut-être inversé, mais on en a parlé sur les médias. Bon, si je peux me permettre, je trouve que c'est une action significative, c'est une belle action. Mais moi, ce qui me gêne finalement, c'est qu'on ne devrait même pas en arriver là. Ouais. Normalement, un parent guadeloupéen devrait naturellement porter ces produits-là dans l'alimentation quotidienne de... Qu'on faut-il les trouver? Ah ben si, non. Bon, après, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a un écart réel entre les agglomérations et les zones rurales, mais je suis un habitant du Moule. J'ai aucune difficulté à trouver des produits de la terre. C'est régional au Moule maintenant. Non, mais même autour de moi, donc c'est pas un problème, c'est un problème. Voilà, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté de donner à ses enfants, de faire connaître à ses enfants très tôt nos produits locaux. Donc ça veut dire sans rester fermé à découvrir politique en fait. Ou bien c'est une volonté. Non, c'est pas politique. Ça peut pas être politique. C'est une décision qui est prise. Ça, c'est quoi faire politique à Casao. C'est-à-dire que, je veux dire, je suis issu de 2 familles qui ont toujours consommé ces produits locaux, qui ne m'ont pas empêché de découvrir les cuisines du monde. Et il y en a certaines que j'apprécie particulièrement, mais si je connais ces produits locaux, si je les consomme encore aujourd'hui, c'est parce qu'en amont, j'ai eu une éducation qui m'a permis de les connaître et de les manger encore aujourd'hui. Voilà. On revient à votre ADN, Warren, l'information et la politique. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez la politique, pourquoi? Uniquement, c'est quelque chose de familial. C'est pas une question anodine. Non, effectivement, bien sûr. C'est anodine. Non, j'aime la politique tout simplement parce que j'ai eu une éducation sur la culture politique par mon père, bien évidemment, qui lui-même l'a eu de son père. Ah bon, c'est... Ah oui. C'est une génération, c'est générationnel. C'est-à-dire que, oui, et puis d'une manière générale, je suis dans une famille... Qui aime la politique, qui aime en débattre, qui aime en parler. C'est vrai que la plupart de nos réunions dominicales tournent souvent autour de la politique, enfin dans les discussions. Et quand, alors dans un média de grande audience comme RCI, il faut faire attention à ne pas, entre guillemets, dériver. Alors attendez, s'intéresser à la politique, ça ne veut pas dire prendre parti pour tel ou tel, et surtout pas derrière un micro, effectivement. Alors j'estime que depuis que je suis à l'antenne en Guadeloupe, c'est-à-dire depuis 2002 maintenant, ne pas avoir affiché quelconque parti pris à droite, à gauche, au centre, localement et même à l'échelle nationale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une influence, elle est là, elle est présente. On a de très bonnes relations avec certains hommes politiques, on a des relations conflictuelles avec d'autres. C'est normal, mais c'est le propre du métier. Oui, j'allais y venir parce que la plupart de vos confrères qui sont venus ici me disaient avec on n'a pas de pression, etc. Est-ce que vous sentez quand même la pression, surtout en période électorale quand et surtout les élections arrivent dans ce nord grande terre qui est entre guillemets si politisé? Très certainement, oui, bien évidemment que quand les élections arrivent,
les regards changent, les discours changent, la tonalité des discours change, mais c'est aux journalistes aussi, c'est aux journalistes aussi de prendre un certain recul vis-à-vis de cette période de campagne électorale et de post-campagne, parce que après, les élus, ce sont des hommes et des femmes avec qui on sera amené à travailler sur des interviews, sur des explications de politique publique. Donc, on ne va pas rester fâché sans ces temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça arrive d'être fâché quand même? Ça m'est arrivé, oui. Et singulièrement en Guadeloupe, bizarrement en Martinique ou en région parisienne, j'ai pas eu ce souci-là, mais en Guadeloupe, oui, j'ai eu. Quoi, c'est la proximité? Je pense que voilà, c'est ça. C'est aussi cette proximité. Il faut savoir prendre du recul de temps en temps, par rapport aux relations qu'on entretient avec les hommes et les femmes politiques. Vous en prenez? Ah oui, oui, très souvent. Très souvent. Alors, je ne sais pas si vous êtes de ceux-là. Je me souviens, j'ai un ami qui est maintenant à la retraite, journaliste, en période politique, d'élection pendant un congé. Non, moi je ne peux pas faire ça parce que ce serait une contradiction avec ma passion qui est, voilà, exactement, et qui tourne autour de la chose politique. Non, c'est garder une équidistance. Bon, après... il y a des anecdotes amusantes, hein, je ne vais pas citer ici. Ah bon, d'accord. Mais effectivement, certaines personnes peuvent arriver à se fâcher avec moi juste pour la période électorale, pour montrer justement une opposition quelconque. Et puis, juste après, comme on dit en créole, nous répond la voûte. Mais alors, est-ce que vous considérez vous définissez comme un journaliste politique ou comme un journaliste? Comme un journaliste. Comme un journaliste, et il y a des sensibilités effectivement de chaque journaliste, mais je ne crois pas. Pas journaliste politicien, j'ai bien dit journaliste. J'ai bien entendu, mais chroniqueur à la limite. Je pense qu'on est avant tout journaliste. Par exemple, je ne mets pas d'opposition entre un journaliste sportif et un journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui prend l'info et qui la relaie, qui la traduit dans la forme du média pour l'auditeur, le téléspectateur, le lecteur. C'est un relayeur d'informations d'ailleurs. Je me rappelle qu'à l'époque on nous avait fait, je ne sais pas si vous en rappelez, sur le mot phrasé, on nous avait accusé d'être des simples relais d'informations, Christophe Langlois et moi-même, mais je tiens à dire que ça fait partie de ma formation et elle est là. Nous ne sommes pas, et peut-être qu'il y en a trop dans notre profession qui se veulent moralisateurs d'une société, nous ne sommes pas là pour donner un avis sur une information, nous sommes là pour donner l'information à l'auditeur et que lui se fasse son avis. Oui. Vous faites uniquement du factuel? On fait beaucoup de factuel, notamment sur une matinale, mais on fait également des sujets de fond sur notre rédaction, et sur les sujets de fond, ça découle sur des émissions ensuite thématiques avec des prises de parole de l'auditeur. Donc on lui amène aussi effectivement un socle de réflexion, mais toujours à lui de se faire s'approprier d'une information, pas à nous de le faire. Enfin, vous ne formatez pas non, mais pour moi, un journaliste n'est pas un moralisateur, n'est pas un abbé, n'est pas non plus un homme. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le journaliste éditorialiste? Alors voilà, il y a des formats qui sont faits pour cela. Un éditorialiste va donner sa vision des choses, va donner sa façon de penser. Ça vous est arrivé quelquefois d'éditorialiser un peu? Alors, je vous ai entendu quelquefois. Il est dans un édito. Après, la difficulté réside encore. Moi, Warren Chagan, je ne sais pas si la difficulté réside dans la proximité. Nous sommes sur une île, nous avons forcément des connivences et notamment une sensibilité à une information. On prend le cas de la violence scolaire en ce moment. Je ne peux pas, quand je vais titrer dans un journal, mettre un point, une tournure de phrase particulière quand on va me parler du lycée Berthène Giminaire du Lamentin. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est un établissement dont on a parlé pendant toute l'année, depuis le début de l'année scolaire, en mauvais termes, et ça doit faire tilt. Donc oui, peut-être que dans ma tournure de phrase, je vais peut-être orienter la pensée de l'auditeur, mais pas donner mon avis sur ce qui se passe sur le fait, à lui de se faire son idée. Alors il y a un vieux mythe que j'aime bien enfoncer, celui de l'objectivité du journaliste. Vous y croyez vraiment? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Mais la sincérité, oui. L'objectivité, non. L'objectivité, non, on ne peut pas être objectif puisque ma sensibilité à une information va découler de mon éducation, de mon cadre de vie, de mon rapport à cette information-là, et elle n'est pas forcément, ce rapport-là n'est pas forcément le même que celui donné par un collègue qui habite dans un autre cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit faire des oppositions entre ruralité et voilà, quelqu'un qui sort d'une vie de la cité, il y a peut-être des choses, on va avoir une sensibilité différente. Donc nous, l'objectivité
peut exister. La sincérité, oui. Alors, dernière question avant de vous laisser, on va avoir la pub. Donc, vous avez 2-3 minutes pour répondre, puisqu'on parle de pub. Il y a quelques semaines, j'avais reçu ici votre confrère Eddy Planté, qui me disait que la période LKP avait été très dure à RCI. Oui, c'est vrai, mais elle est passée. Oui. N'est-ce pas, Nathalie? Oui. Vous me rassurez. Ça a laissé des traces ou pas? Vous avez changé de directeur, vous avez viré le directeur. Ça a laissé pas des fréquent, traces. hein, dans un Ça a média. laissé des traces, oui, oui, bien évidemment. On ne se remet pas comme ça. Mais très honnêtement, aujourd'hui, les choses vont bien dans cette maison. Et la pub est revenue. Oui, mais faut, à un moment Parce donné, qu'elle il faut appeler un chat un chat. Oui. La difficulté d'RCI, c'est un média tellement populaire que la population a l'impression se l'approprie. Voilà. Ce qui est vrai. Mais ça n'empêche pas que c'est une entreprise qui a des objectifs, qui fait vivre des salariés, et pour vivre, cette entreprise a besoin de la publicité. Donc c'est vrai que parfois, dans des exercices de style, on est obligé de composer. Oui, de composer, tout simplement. Ouais. Mais voilà, il faut garder cette notion populaire, et on espère le rester le plus longtemps possible. Mais il faut faire comprendre aussi que c'est une entreprise qui a ses objectifs, comme toute entreprise. Alors, vous n'échappez pas à cette question, on la pose toujours aux journalistes qui viennent à citer dans la presse, le rapport avec le net, parce que vous avez travaillé dans le net. Ouais, j'ai travaillé dans le net, et je travaille encore dans le net, puisque c'est nous qui mettons en ligne toutes les informations du site rci.fm. Donc voilà, donc on travaille. Et oui, on est... Vous y croyez, parce que vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus de journaux papier ferment, ou sont menacés, et que l'Internet a pris une telle ampleur au niveau de la pub déjà, que ça menace beaucoup la presse écrite, y compris la presse audiovisuelle même, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la télévision se joue beaucoup sur le net. Quel est votre sentiment sur cette dualité? Mon sentiment, c'est que forcément aujourd'hui on est à un tournant du traitement de l'information. Ça va beaucoup plus vite, et je pense que notre confrérie de journalistes doit se rendre compte localement qu'il faut aller très vite pour prendre le pas de l'information via le web, pour ne pas laisser des gens qui ne sont pas journalistes faire du web si vous voulez, leur toile à eux, pour véhiculer des informations qui ne seront pas vérifiées, qui ne seront pas traitées journalistiquement. Donc les médias guadeloupéens, et je les invite d'ailleurs, c'est ce que RCI fait, c'est ce que vous faites aussi, Danick, devraient. Maintenant, le gros problème qu'on a en Guadeloupe, c'est le problème de couverture aujourd'hui. Le problème de transmission des données, on a une 3G qui existe, hein. Allez, je veux dire qu'elle existe, voilà. Et le problème de couverture Internet. Mais les générations qui vont venir vont fonctionner de plus en plus avec des smartphones, vont fonctionner avec une faculté d'accès à l'information beaucoup plus rapide, et on ne peut pas les laisser en reste. Et c'est vrai que le web d'RCI a quand même progressé depuis quelques mois. C'est vrai. Parce qu'au moment, on se demandait même à quoi c'est. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est des logiques des dirigeants de l'entreprise qui ont pensé que c'était le meilleur moment à le lancer maintenant qu'il y a un an ou deux. Voilà. Vous y avez contribué? Mais j'y contribue toujours, puisque tout ce que vous verrez comme information de la Guadeloupe, j'y travaille avec mes collègues de la rédaction. Voilà. Ça veut dire que vous avez un double salaire? Pardon? Ça veut dire que vous avez un double salaire de journaliste? Non, je pose la question. Pas du parce tout. que vous savez qu'il y a des spécificités. Il y a un problème aujourd'hui. Oui, il y a un vrai cette problème. question-là est posée maintenant dans les rédactions. Est-ce que les journalistes du net ou journalistes du journal, est-ce qu'on est payé doublement? Alors, la question ne s'est pas encore posée. La question ne s'est pas encore posée. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer une rédaction Internet propre dans l'entreprise? C'est des questions. Mais bien évidemment, comme TF1 l'a fait en donnant. Oui, voilà. Bien. Tout à fait. Écoutez, Warren, merci d'être venu. On passe à la pub et puis on se retrouve avec Florence tout à l'heure et Nathalie pour continuer. Retour donc sous le plateau de C'est dans la presse. La chronique d'Estelle, on va la retrouver la semaine prochaine parce que le visuel n'est pas là. Estelle, il faut la penser à nous laisser le visuel. Et on se retrouve avec Florence pour la revue de presse. Bonsoir Florence, rebonsoir. Rebonsoir très cher Danick, bonsoir à tous. Alors, quoi de neuf dans la presse cette semaine? Alors cette semaine, je suis de très bonne humeur. Ah, ça arrive. De très bonne humeur puisqu'il y aurait, selon franceantilles.fr, comme un parfum de reprise économique en Guadeloupe. Ben voyons. Selon le journaliste, même si les chiffres du chômage battent des records, tous les indicateurs sont réunis pour relancer notre économie. Une consommation plus dynamique, le secteur du bâtiment qui se maintient, mais par-dessus tout,
une saison touristique qui s'annonce très prometteuse. Plus d'infos sur le site du quotidien guadeloupéen. Alors, culture et tourisme vont ensemble en Guadeloupe? Oui, mais il y a certaines conditions. Qu'on n'utilise pas la peur pour faire fuir les touristes. Mon enthousiasme a été de courte durée, Je le savais. car l'Express nous confronte à une dure réalité. En couverture de l'hebdomadaire La Guadeloupe, l'archipel de tous les dangers. Un dossier passant en revue les risques sismiques, industriels, mouvements de terrain, environnementaux, etc. L'hebdomadaire parisien et ce scénario catastrophe m'a donné une grosse frayeur. Car les journalistes mettent en évidence un risque de tsunami très fort, sans oublier le risque sanitaire avec la dengue. Au secours. Plus de détails dans ce dossier que j'ai, soit dit en passant, pas aimé du tout. Alors, finalement, vous êtes déçus? Et oui, très déçu, puisqu'on n'entend quasiment jamais parler de la Guadeloupe dans la presse française, comme si nous ne faisions pas partie de ce monde. Et lorsqu'on parle de nous, c'est pour parler strictement de choses négatives. Donc même si les risques naturels doivent être au cœur des débats, il aurait été bien d'ajouter que la Guadeloupe reste une île magnifique à découvrir. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, bien sûr. Puisque Nathalie, on va parler un petit peu d'ILKP. Oui, alors une impression de déjà-vu m'a traversée lorsque tous les médias ont parlé de ce fameux week-end du 23 au 25 février où les Réunionnais ont protesté parfois violemment contre la hausse des prix de produits alimentaires et du carburant. Mais ouf! Jacques Dancal, dans Nouvelle Semaine, dans son papier titré « Vers la fin des profitations à La Réunion », nous annonce la fin de cette crise par des accords avec le gouvernement. En revanche, c'est un Victorin Lurel très perplexe que j'ai trouvé sur le site de Guadeloupe Première, puisque le député et président de la région Guadeloupe accuse Sarkozy de mensonge, ce qui m'oblige à revenir sur la couverture du Point de la semaine dernière qui titrait « Qui ment le plus ». C'est Lurel? Oui. Bon, alors, les élections au Sénégal. On quitte un petit peu la Guadeloupe et LKP, on va au Sénégal. D'accord, donc dans l'hebdomadaire de Jeune Afrique, Abdoulaye Wade, le président sortant, semblait déjà parti gagnant. Dans l'article de l'envoyé spécial Rémi Carayol, titré « Le saut dans l'inconnu », sur cette photo, Wade, l'homme de pouvoir âgé de 87 ans, avait l'air de se faire aucun souci, puisque lors d'un meeting le 9 février dernier, il était, regardez bien, en train de dormir. Eh bien, il n'aurait pas dû se réjouir si vite. Il aurait dû se réveiller, surtout. Oui, tout à fait, puisque nous avons appris lundi dernier que c'est Macky Sall et Abdoulaye Wade qui seront au deuxième tour. La vraie question est-ce que le marabout power expliqué par le journaliste dans Jeune Afrique de cette semaine suffira à Wade pour gagner les élections? La réponse le 18 mars prochain. Alors, élection au Sénégal, élection en France, aussi présidentielle française. Oui, alors Nicolas Sarkozy dans les starting blocks pour les présidentielles. Bien qu'il soit désormais très seul, l'unique véritable allié, selon les journalistes du Figaro, Daniel Bernard et Frédéric Martel, c'est sa femme. Ah bon, Carla? Carla. Donc dans le papier titré « Carla Bruni, une drôle de première dame », les journalistes du quotidien n'y vont pas de main morte et ils expliquent comment est-elle passée de, je cite, « de la bobo de gauche à la nunuche de droite ». Fin de citation. Alors bien qu'il y ait certaines vérités que je vous laisserai découvrir en lisant l'hebdomadaire hexagonal, la première dame de France apparaît cette semaine comme la tête de turc des médias. Alors, retour en Guadeloupe et dans le progrès social. Oui, alors en parlant de tête de turc, en voilà une véritable. Dans Progrès social, Jocelyn Durizo nous raconte l'humiliant apprentissage du premier député nègre, Egesipe Legitimus, qui nous fait revivre en quelques lignes l'acharnement médiatique qu'il a subi. Alors il y a plein de phrases, mais je vais juste vous en citer une. Ouvrez les guillemets. Monsieur Legitimus se promène aux Champs-Élysées avec un collègue parisien. Avouez que nous avons de beaux arbres, dit son collègue. Le député nègre, levant la tête, répond « Oui, mais il manque des singes ». Fin de citation. Et ça vient d'un journaliste du Figaro de l'époque. Tu m'étonnes. Et oui. Et l'éditorialiste fait un parallèle avec Claude Guéant au sujet de l'inégalité des civilisations. Croyez-moi, Dany, que cette polémique n'aura pas fini de faire couler de l'encre. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour certains, c'est de l'histoire ancienne, puisque le journal martiniquais Antilla nous rappelle que lors de sa venue en Martinique le mois dernier, Guéant, en couverture de l'hebdomadaire, a eu droit
à une standing ovation et une attention bien particulière d'une des militantes de l'UMP qui lui fit un gros bisou et lui souffla au creux de son oreille, je cite, « Vous êtes ici chez vous, monsieur le ministre. » C'était en Martinique. C'était en Martinique. Alors, Claude Guéant, est-ce qu'il va sécher l'hommage aux musulmans Alors, logiquement. Alors normalement oui, bon, vous faites bien d'en parler, hein, puisque cette question est soulevée sur le site de nouvelobs.fr, où Guéant, Le Pen et bien d'autres ont eu leur mot à dire sur la polémique autour de la viande halal. Important. Fonds de commerce pour les candidats au présidentiel, à court d'idées, arguments islamophobes pour d'autres, ou tout simplement réelle préoccupation de la dignité de l'animal. Vous serez éclairé dans Le Figaro où la journaliste Nadjet Cherigui a réalisé une enquête de fond sur le business juteux du halal. Par contre, désolé chers téléspectateurs, mais cette photo signée Fanny Tondre m'a carrément envie d'arrêter de manger de la viande. Surtout ne pas avoir cette image lorsqu'on s'apprête à manger un bon gigot d'agneau, parce que cela risque vraiment de vous dégoûter. Bien, alors, autre polémique cette semaine dans la presse française, c'est l'hypersexualisation des jeunes filles. Et oui, donc string, maquillage, talons hauts et j'en passe. Cette semaine, tout comme la viande, les petites filles sont en vitrine avec le rapport choc de la sénatrice UMP Chantal Joanneau au sujet de l'hypersexualisation des fillettes. La journaliste Marie Vaton explique en détail le phénomène. Je n'ai qu'un mot à dire, choquant. Vous me permettez, je pose juste une question à Nathalie qui a une petite fille. Est-ce que cette question, Nathalie, vous a effleuré un petit peu? Vous êtes au courant que maintenant, on essaie de vendre, entre guillemets, des produits aux jeunes filles? Comment vous appréciez ça? Vous qui êtes mère. Les lois du marché, il n'y a pas ni sentiment, il n'y a pas ni scrupule, il n'y a pas ni oui. De toute façon, c'est donc, les lois. pourquoi protéger Timouna quand même de ça? Non, mais Timouna, non, même pour se protéger. Lui-même, il a conscience de ça. Oui. Non, mais pas même, parce que c'était qu'à faire songer ça, pas même, encore on va les défiler à les Miss, et il y aura les mini-Miss, c'est vrai que ça. Les Lolita, les petites Lolita. Voilà, et puis moi, ni on habite assez souvent, parce qu'il y a fait danse indienne, et des gars disent, moi, par exemple, est-ce qu'il a été payé, par exemple, dans Miss Sari, et c'est vrai que Miss Sari, quelque part, même ça cache des moins. Parce que c'est quand même vendre, pour moi, à pas défendre la culture, ça m'en fait ça sur notre débat. Mais ça fait un Miss là, ça, c'est vrai que c'est très important. Bien, alors, coup de cœur cette semaine, Florence, pour terminer. Oui, Danick, je vais reprendre mes esprits et parler de mon coup de cœur. Donc, en couverture de Nouvelle Semaine, nous avons le très controversé Francky Vincent. Il existe toujours. Et oui, connu pour ses chansons très suggestives, la journaliste Marie-Ange Terrasse nous fait le portrait d'un écorché vif qui souffrirait, dit la journaliste, du désamour et des critiques du peuple guadeloupéen. Une citation m'a fait beaucoup sourire, je cite, « Un Antillais qui chante un zouk love à l'eau de rose avec un texte mielleux et un grand moment d'hypocrisie internationale. » Fin de citation. Donc, bien que je ne sois pas très fan de Francky, non, c'est pas mon truc. C'était votre coup de cœur, moi je croyais. Ah non, pas du tout, non, mais la journaliste nous signale qu'il reste quand même très populaire aux yeux des Français et il vend des albums. C'est un peu le Pierre Perret de chez nous. Voilà. Et attention, cerise sur le gâteau, il aurait un projet pour développer le tourisme en Guadeloupe avec le Qatar. Aussi, surprenant, très surprenant. Alors moi, ça me fait penser à une célèbre phrase de Coluche avec laquelle je vais clore cette revue de presse. Je cite, « Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. » Fin de citation. Merci Florence, on se retrouve la semaine prochaine. Moi qui vous remercie. Ne quittez pas parce qu'on va continuer à parler d'agriculture et de communication avec Nathalie Mignati qui est notre invitée. Nathalie, tout à l'heure on a parlé de Cap Guadeloupe et Jean a essayé de faire un message à passer pour ce petit monde. Alors, Chengan qui était là, tu as dit comme ça que les médias ont joué leur jeu. Est-ce que c'est sentiment ou pas assez ou trop ou suffisamment? Non, mais à part une manifestation que nous faisons, que nous pas là, bon, la dernière manifestation là, était particulièrement couverte. C'est vrai que nous tenions en couverture médiatique très très importante, alors nous avons qui passait. C'est vous qui êtes agent de communication là, il faut dire ça. C'est peut-être pour Yokavin. Et c'est peut-être après l'affaire LKP, puisqu'il y a des campagnes de LKP, mais c'est peut-être aussi après LKP. Prise de conscience, c'est ça? Oui, ça clair, et ça net que LKP de toute façon permettent que ça les agriculteurs t'ont dit depuis non, ça Henri-Joseph t'ont dit depuis non. Ça, tout le monde a fait un coin, en fait, tout ça arrivé à joindre à un moment donné en Guadeloupe.
Et ça permet de laisser des traces, ça permet que le monde prenne conscience à des butins. Alors évidemment, tout butin pas réglé, évidemment les anciens mauvais comportements qu'a viré pour certains, mais ni on l'homme qui gardait l'esprit là et qui gardait l'esprit en nous, garder petit peu caca dans nous, quand nous manger, en nous occuper de santé en nous. Et santé en nous, mais premier carburant quand nous ni pour fonctionner, c'est l'alimentation. Nous, c'est ce qu'on manger. Alors, quand on vient sur ça, est-ce qu'il y a une communication particulière qu'on a pour l'alimentation? Parce que d'après ça, on va dire là, il y a des gens qui ne pas connaître, il faut faire connaître, alors il faut communiquer. Il faut venir souvent à l'émission là. Eh bien, tu as invité moi Ravine, d'ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais évidemment qu'il faut nous communiquer. Moi, je veux dire que nous sommes des bénévoles. C'est essentiellement ça pour comprendre. Et nous sommes des bénévoles, nous avons fait une activité professionnelle, où nous avons une implication forte dans le LKP, on a une implication dans le Cap Guadeloupe, nous avons essayé de faire des bitins marchés, et nous parlons, et nous parlons dans le même ballon là non plus, qui avant. Donc ça veut dire qu'il faut arriver concilier tout ça. Et ça n'est pas évident que bon, quoi fait communication. Là, nous n'y temps, nous apprend, nous envie de faire des bitins. Mon vie fait politique, puisque ouais, il était capable de politique, là, mais c'est vrai qu'il était capable de l'action politique, mais moi, ça en fait tous les jours, pour moi, c'est fait politique. Tout est politique. Bien sûr, bien sûr. Et ça, moi, en plus, envie de faire des bitins qui parlent d'ailleurs. En fait, déjà par nature à moi-même. Par nature à moi-même, là, on fait un bitin, souvent un bitin label, bon, pas tellement vous avez fait publicité, quelque part. Mais par contre, encore reconnaître que le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, avec l'importance des médias, leur orbite est bien faite, il faut parler d'elle pour que le monde connaisse et puis pour qu'on ait envie. Oui, parce qu'en fait, faut dire, je crois militer pour l'agriculture paysanne, pour manger Guadeloupe, mais il faut que sache ça, parce que l'autre côté là, l'autre là, il a fait communication, il a vendu à Routa, il a vendu McDo, et vous qui avez Ziyama au point l'huile. Au point l'huile. Et non seulement ni ça, mais ni aussi le fait que faut ça séduire les parents. Et pour séduire les parents, il faut aussi que tout le monde ait envie. Et nous avons lutter à armes inégales. Nous avons lutter à armes inégales, c'est clair. Là, vous voyez, nous McDo, quand vous avez un jouet, quand vous avez un bitin. Si vous, famille, ou pas là pour dire que là, mais et en même temps, parce que c'est bitin vivre avec tout le monde, c'est bitin qui n'est pas évident. Vous faites échapper à la culture McDo? Oui, quelque part. Il aimait manger là. Moi, je reconnaître que nous payons, non pas au McDo en Guadeloupe, par contre, on a dit ça, ça peut jamais arriver moins, et pas qu'à au McDo en Guadeloupe, mais ça peut arriver que l'on voit en vacances. Non, sincèrement, non. Ni pizza le soir. D'accord. Non, mais pizza sont mangés italiens. Oui. Si vous croyez considérer que McDo sont mangés américains, à la limite, vous payez de temps en temps. Parce que manger non, mais c'est assez consistant là, c'est contenu là, oui, mais contenu là. D'accord. Non, mais en fait, si c'est expression culturelle, qu'on veut faire, si la gastronomie américaine, c'est McDo. Oui, on peut avoir des gars, ça quand même. Oui, mais ça veut dire l'obésité que j'ai. Oui, mais ça veut dire. Voilà, donc ça veut dire que dans les pays comme la France, par exemple, qui dit tant construire une gastronomie, là, on va parler de la gastronomie française, on va parler d'un bitin qui est important. Vous pouvez permettre vous d'aller manger au McDo, on fera comme ça, parce que son bitin est différent. Mais on fera comme ça. C'est ça pour comprendre. Et que vous ne pouvez pas bâtir en alimentation, en lait des produits comme ça, que c'est des produits purement industriels. Et finalement, dans ces produits-là, ça, une fois que vous traitez, vous pouvez rester, c'est si qui graisse. Laurence? Oui, alors, manger local, pour certaines personnes, ça peut être manger des bokites, manger des agoulous. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous encouragez cela ou est-ce que vous émettez plutôt des réserves? Est-ce que vous mettez les bokites et l'agoulou au même titre que le McDo? Si on va manger tous les jours, oui. Si on va manger tous les jours, évidemment, puisque de toute façon, au même titre, au point de vue nutritionnel. Quand il a au point de vue culturel, c'est différent. C'est différent. Et en fait, en français, qui mangeait foie gras et plein de graisse, mais qui mangeait. Et nous, il faut nous continuer à manger beaucoup en nous. Simplement, faut pas manger ça tous les soirs. C'est simple. Alors, c'est vrai que l'on voit qu'il y a des gens qui restent la pointe, quand il y a un rouleau là assez souvent. Ou à boulevard la Bastère. Ou à boulevard la Bastère, ça a fait un petit peu paix. Parce qu'on a dit, ouais, à pas un qui McDo, effectivement. À pas un qui McDo, et qui a posé le problème de santé publique là, ça. Mais Bokit là, il est culturel. Bokit là, c'est un bitin que nous n'y a apporté, c'est un bitin que nous n'y a gardé. Problème. Vous dites que Bokit là, c'est pizza, non? Oui, mais ça, oui. Vous avez besoin de pizza, non, mais nous, vous avez même besoin de pizza. On est Bokit là, ou tranquille. Mais
peut envie. Ça Changer il y a Tiboin? oui, on peut envie changer Tiboin. Moi, ça arrive moi ici d'aller manger au restaurant japonais. C'est filles moi ils font découvrir ça. Sushi, faut manger sushi. Ouais, manger sushi et maki. Mais parce que les filles moi aiment ça et c'est en culture. C'est ça, manger bitin pays, ça veut pas dire qu'on va fermer ou quoi fermer, on peut découvrir d'autres cultures, on peut trouver d'autres bitins que vous qu'à manger et qui est très intéressant. Et en plus ces cultures, ces cuisines asiatiques là, ça il est très intéressant justement parce qu'il va falloir manger en l'eau, fruits et légumes, il va falloir manger en l'eau, poisson, etc. Donc c'est des bitins qu'on peut découvrir, ça veut pas dire fermer, mais ça veut dire faire attention à ça qu'on va manger et comprendre que les produits industriels, en tout cas importés, n'ont pas des bons bitins. Si on va manger frais, à la limite, on manger en l'eau bitin, plus bitins différents. Alors oui, en ce moment, en Guadeloupe, du 2 mars au 15 avril, il y a les réunions du FPAC. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est les assises des forces patriotiques anticolonialistes et anticapitalistes de la Guadeloupe, donc qui permettent de réfléchir sur la capacité de la Guadeloupe à s'auto-alimenter. Alors selon vous et votre expérience, quels sont les éléments qui permettent, si je puis dire, de nourrir ces convictions? Alors, c'est des réflexions qu'il faut nous continuer, c'est des réflexions que nous menons depuis longtemps. C'est pour ça que nous avons parlé d'un modèle d'agriculture qui tournait vers la production locale et la conquête du marché intérieur, du marché à pays là. Évidemment, il faut augmenter la production locale, il faut trouver un Jean Bouffeil et surtout, ça compliqué parce que faut roumer effectivement pour augmenter l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance alimentaire en même temps au pays arriver à 100%. Donc c'est un rapport à autosuffisance. Mais en tout cas, faut augmenter, ça va créer le taux de couverture. Et en même temps, on a des secteurs agricoles qui sont importants en Guadeloupe et qui sont des piliers à l'économie, même s'ils ont un déclin. Banane et canne, ils ont un déclin certes, mais c'est un lot emploi. Oui, donc on ne peut pas du jour au lendemain changer ça. C'est ça clair, parce qu'on va créer une crise sociale sans précédent. Donc ça veut dire que c'est en mutation, il faut changer. Mais ça, pour nous bien comprendre, je dis là, c'est qu'en tête, en nous décider, nous comprendre et que nous allons aborder mutation-là progressivement. Une fois que nous comprenons ça, une fois qu'on prend cap là, on va prendre temps pour arriver, mais on sait que c'est en direction là, ça, on va aller. Et ça clair pour moi que banane, j'en ai fait nous faire. C'est-à-dire tourner exclusivement vers le marché extérieur, quelque part, ça a perdu. Mais qui j'en quoi fait, secteur banane, ça n'a pas disparaître en Guadeloupe et prendre notre larelle pour que justement nous consommions plus de banane. Pour que banane nous, il permette nous peut-être faire des produits de santé, qu'on sent Joseph Café par exemple, les banulines. Qu'à nous peut faire avec banane là par exemple. Ou jus de banane par exemple. Ou jus de banane par exemple, c'est le mauvais exemple. Mais bon, ça va faire. Pourquoi c'est un mauvais exemple? Non, mais ça est trop long à expliquer. Nous, il faut inviter moi encore dans une émission économique. Après l'émission politique, après l'émission sur la culture indienne, nous pouvons parler de ça. D'accord, aussi. Alors, moi, une question que je t'ai posée, vous parlez de ça, alors parlez vite. Entre McDo et KFC, mieux vous nous tournez nous vers Ziyam et Banane? Nutritionnellement parlant, évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que McDo et KFC, c'est des aliments qui transformés comme ça, c'est qui restent à dents, c'est sucre et graisse. D'accord? Évidemment, et c'est des bitins, ces viandes-là ils ont importé, enfin, ils ne vont pas manger frais du tout. Donc, bon, on fait ça pour faire plaisir, parce que ouais, mes goûts là, on froid, voilà, mais c'est clair qu'il faut manger Ziyam et Manet. Donc, en pays, fait une démonstration très longue sur les propriétés des Ziyam, patates, etc. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de chlordécone, effectivement. Donc, ça aussi, c'est notre problème, puisque toujours accuser nous de parler des productions locales et de ne pas parler des risques là, ça. Mais, à la limite, c'est plus dangereux de manger McDo et KFC tous les jours que de manger ces Ziyam-là qu'elle unit là, même si nous ne sommes pas certains qu'il y a pesticide là-bas. Alors, en question que vous avez posée, si actuellement, on est à lancer une campagne de communication assis pour la manger, quand on est dit Guadeloupe. Aujourd'hui dit qu'il n'y a pas de spécialistes. Oui, mais même si on n'est pas spécialiste, on peut faire appel à des spécialistes. Quand vous voulez, quel message que vous voulez faire passer? C'est bon de désacraliser l'alimentation ou alors resacraliser un autre genre. C'est-à-dire que nous avons un rapport avec l'alimentation au niveau culturel, guadeloupéen, qui sait qu'il faut nous assiettes nous plein, qu'il faut nous manger en l'eau, qu'il faut nous ça nous avons un rapport de quantité avec l'alimentation, très quantitatif. Alors qu'il faut douter qu'il y ait peut-être un rapport plus qualitatif, toujours avec un pays là,
et qui permettent aussi de développer des bitins qui puissent intéresser au niveau de la créativité. Donc, expliquez-moi. Par exemple, pour que tu en Guadeloupéen mange dans un restaurant gastronomique Guadeloupéen, enfin, tu veux manger local, et qu'il y a des assiettes qui sont à moitié vides et qui tout petit, ça ne va pas sans du tout. Alors qu'en fait, l'on va manger comme ça. Bon, c'est vrai qu'on va payer coco l'argent, mais bon, l'on va manger dans les restaurants comme ça, on va sortir ventre au plein. Quand on dit ventre au plein, ou manger effectivement moins ce qui si vous mangez du riz importé, pois rouge importé et qui a importé et farine importée, etc. Et qui a bouchon importé et puis ça pour le griller importé. Et nous pouvons continuer, mais c'est vrai que l'on vrai ou quoi dire qu'on peut inviter à manger et qu'on peut pas dire en quantité suffisante d'assiettes. Donc c'est peut-être déconstruire rapport lien à ça pour construire notre lien qui c'est le lien habité qui a poussé finalement un pays en nous, qui c'est en nous-mêmes, mais que nous avons oublié et que nous avons mis de côté, alors que c'est des sources de créativité et d'invention qui est important. Tout à fait. Une dernière question, Florence, parce que l'émission est pratiquement arrivée à son terme. Alors, tout à l'heure, on parlait du poisson. Alors, moi, dans ma revue de presse, j'ai parlé de la viande. Halal, pardon. Mais là, je parle de la viande tout court. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, comment la bête a été tuée, enfin bref, on s'en fiche. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'industrie de la viande locale en Guadeloupe permet de répondre aux besoins de l'île? Quels seront... Alors, c'est deux questions. Quels seront les efforts à faire pour que cela évolue en ce sens? Alors, en pas ni les chiffres en tête, non, pas ni les chiffres en tête, mais il est clair que non. Quantité, c'est là pour nous manger. Là, pour moi, le taux de couverture en poule, c'est de 12%. Notre cas pour 12% à quantité pour nous manger. Quant à la dernière, tout ça, pas même pas. Pas ni assez cochon non plus. Pas ni assez cochon. Non, mais c'est là où débat important. Il n'y a pas 5 minutes avant la pub que nous pouvons parler de ça. Est-ce que nous pouvons essayer pour autant viande cochon que Guadeloupéen sauf d'Annick qu'à manger? Pardon? Sauf d'Annick, c'est pour ça. Ah, d'accord. Non, d'Annick est tout le même. Voilà. Donc, est-ce que nous pouvons essayer de produire autant viande cochon que nous pouvons manger à l'heure actuelle? Donc, ça réduit des exploitations industrielles à cochon en Guadeloupe, d'accord? Vous essayez ça, Oui, mais ça a existé. Mais est-ce que... Oui, ça a existé. D'ailleurs, l'exploitation, oui, tout à fait. Mais est-ce que, justement, il faut nous multiplier les modèles comme ça? Ou est-ce qu'il faut calculer, mais finalement, est-ce que nous pouvons manger autant viande cochon? On ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger viande. Et quant à cochon non plus, on ne veut pas dire ça. Mais ça, on veut dire, c'est que peut-être que le but, ce n'est pas toujours plus, et sans arrêt plus, quoi. Peut-être que nous avons un système qualitatif à trouver pour dire que finalement, mais au lieu de manger cochon, ou bien, en quel côté cochon là, parce que cochon là, c'est bien, mais au lieu de manger poule importée tous les jours, et même 2 fois par jour, par exemple, est-ce que nous pouvons trouver des modes de consommation qui étaient différents, qui étaient faits avec pour le Guadeloupe, suffisamment pour le Guadeloupe, et qui permettent aussi de manger moins de viande. Mais ça sont démarches à faire. Sans réflexion d'abord. Sans réflexion, mais sans démarche. Et on rend-vous compte en fait que vous pas besoin de manger viande à tous les repas et que d'ailleurs, par exemple, ça a agi en santé, ça a agi. Donc ça veut dire qu'il faut. Et ça rend vous agressif. Joseph qui a expliqué ça souvent. Non, c'est le sucre. Le sucre. Voilà. Viande là aussi. Non, mais ça c'est ce qu'il se dit. Oui, il y a de plus en plus les nutritions. Ça a des bonnes gratuites. Merci donc Nathalie, merci Florence. C'est dans la presse numéro 18 est terminé aujourd'hui ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec Michel Grandjean de Canal+, et Woody Zorobabel. Ensemble, on parlera un peu de l'information à la télévision et aussi à la radio. Voilà, bonsoir, l'émission est rediffusée le jeudi et on retrouve bien sûr sur le site www.caribcreolenews.com. Merci à tous et à la semaine prochaine. Inch'Allah.